Un sujet plutôt hétéroclite, qui apparemment n'a aucun rapport avec l'alchimie, ma grande marotte. Mais en réalité, il y a tout à voir avec l'alchimie, parce que l'on connaît la surface de la Terre, contient beaucoup de ce qui existe à l'intérieur de la Terre. Un fruit a sa substance comestible à sa surface, mais s'il n'y avait pas le noyau dans le fruit, il n'y aurait rien en surface. Alors la Terre, je dis d'emblée, est creuse. Elle est creuse. Et on n'a pas soupçonné ça avant le début du siècle, mais maintenant on en a des preuves provenant de toutes les directions, que la Terre est véritablement un noyau autour de laquelle il y a une couche de nitrogène, et au-dessus de cette couche, il y a une surface que nous occupons. Alors, on voyage au centre de la Terre en imagination avant d'être capable d'y pénétrer astralement. Il y a 27 ouvertures à la surface du globe qui mènent à cette Terre centrale-là. La plus importante, c'est celle du mont Shasta. 10 ou 12 y sont allés depuis le début du siècle, et les derniers, c'était en 1968. Ils sont revenus avec des histoires assez fantastiques de ce qui arrivait là. Il y a même de l'animation animale et humaine à l'intérieur de la Terre, de la végétation et un tas d'autres choses, parmi lesquelles on croit que c'est un reposoir ou de soucoupes volantes, d'objets volants, que l'on croit venir de l'extérieur du système solaire, de la galaxie, mais on croit maintenant, on ne l'a pas encore prouvé, mais on croit qu'un très grand nombre des objets volants qui ont sillonné l'atmosphère de la Terre depuis environ 30 ans, proviennent de l'intérieur de la Terre. Et nos auteurs nous donnent, dans les notes que je vais vous relater, tout ce qui a été découvert à ce sujet-là. En attendant, je voudrais vous faire circuler parmi l'audience une photographie que tu vas décrire, Jacques, si tu veux bien, qui a été posée par NASA. Justement, oui, ça a été pris par la NASA en 1981, le 15 septembre. Et puis, je vous demanderais si c'est possible de ne pas mettre vos doigts sur la photo, mais la prendre par l'extérieur, la faire circuler. Vous allez voir qu'elle est très bien prise. C'est authentique, cette photo, vous savez, il n'y a pas d'erreur. Elle a été reproduite sur tous les écrans de l'Amérique, et dans les centres d'études, on a vérifié que ces ouvertures polaires ont 30 000 de diamètre. Il y en a deux, naturellement, au nord et au sud, et que 7 ou 8 y ont déjà pénétré. 7 ou 8 explorateurs y ont pénétré à différentes périodes, mais ils ont tous relaté les mêmes observations. Alors, on ne peut plus en douter maintenant. Si l'on veut vérifier ce qui s'y passe, on a deux choix. Soit le faire astralement, par voyage astral. Il y en a qui sont capables de faire ça. D'autres font des expéditions. Les expéditions seraient assez coûteuses parce que faut prendre plusieurs véhicules. D'abord, il faut y aller par avion à l'intérieur de la Terre. Mais lorsqu'on fait le voyage physique, justement, Alexandre, oui. Est-ce qu'il y a un temps préférentiel pour... L'atmosphère est égale en tout temps à l'intérieur de la Terre. Tout à fait égale. Mais seulement quand vous arrivez aux extrémités nord et sud, là, il y a du froid. Mais plus vous pénétrez à l'intérieur de la Terre, plus il fait chaud. La température est normale, à peu près 85 Fahrenheit. C'est tout à fait normal, c'est une température. C'est une température tempérée et tropicale. Tempérée, exactement, oui, justement. Alors, on a eu la preuve que 12 ou 15 explorateurs y ont pénétré, puis ils ont tous relaté les mêmes phénomènes. Alors aujourd'hui, on ne peut plus en douter. Et l'auteur dont je m'inspire pour faire ce monologue, c'est un nommé Raymond Bernard, qui était autrefois le président ou l'impérateur de la Société rosicrucienne de France, la section française. Alors, il s'est inspiré de ses prédécesseurs, naturellement, surtout les 3 derniers explorateurs qui ont allé faire des recherches. Le plus important, c'est l'amiral Richard Byrd, de la marine ou de l'aviation américaine, qui s'est prévalu des facilités que la marine lui offrait pour aller jusqu'aux terres du Sud. Et ensuite, ça, avec un avion ou un porte-avions, il est entré à 1700 000 à l'intérieur de la Terre. 1700 mètres. C'est là qu'il a constaté la présence de vie animale, végétale et humaine.
Ça, c'est l'amiral Byrd. Richard Byrd. N'a-t-il pas traversé complet la Terre, complètement? Pas non, pas lui. Non, pas lui. Ah, bon. Les autres, Sims a traversé complètement. Il est entré par Sims et Gardner, ainsi que Reed. Gardner et Reed ont travaillé ensemble. Et ils ont fait 1 mois et demi à travers, en partant du nord, l'ouverture du nord, et pour descendre l'ouverture du sud. Ils ont relaté, ils ont même pris certaines photographies. Ils ont pris des mammouths, des photographies de mammouths, des éléphants en fourrure. Les éléphants en fourrure, ce sont plus gros que les éléphants normaux, asiatiques et hindous. Et ils en ont pris des photographies, puis il en existe encore. Et parfois, en Russie, en Merseyrail, par exemple, on en voit sortir dans les glaces. Mais ils sortent avec de la végétation dans l'estomac. Alors que, au soi-disant pôle Nord, il ne serait pas supposé avoir de végétation. Et ces éléphants qui sont descendus jusqu'à Merseyrail avaient de la végétation, de l'herbe, quoi. Jusqu'à quel endroit, tu dis? À Merseyrail, en Russie. Merseyrail en Russie. Ah oui. C'est une gorge qu'il y a, une espèce de presqu'île ou de baie, je crois qu'il y a. Je n'ai jamais été par là, mais je sais que c'est une grande baie qu'il y a. Alors, ils ont constaté que ces animaux-là, pris dans les glaces, en sortant de l'intérieur de la Terre, contenant de la végétation dans leur estomac. Alors, c'est une preuve additionnelle. Je pense qu'il y en a eu une vingtaine comme ça de cas. Qu'à l'intérieur de la Terre, il y a de la végétation aussi bien que de l'animation et de l'humanité. Est-ce qu'ils ont pu déterminer de quel ordre était la végétation qu'ils ont stomacale? Apparemment, elle est colossale. Elle est colossale. On est décrit, et pour ce thème-là, je peux vous le certifier, les feuilles d'arbres qui peuvent avoir 8 à 10 pieds de diamètre, puis qui sont épaisses d'au moins 1 pouce, c'est comme du velours très épais ou des tapis très épais. Ouais. Alors ça, c'est un arbre quelconque, on ne peut pas le déterminer sa nature. Habituellement, il y a la végétation multicolore, toutes les couleurs. La végétation violacée, violette, ça existe. C'est toute beauté de voir ça. Puis il y a un arôme qui sort de cette végétation-là qu'on ne trouve pas à la surface de nos forêts canadiennes ou nord-américaines. Oui. De quelle source est-ce que ça vient, ça, Alexandre? Déterminer quelle est la cause de cette effervescence de vie, ce sera pratiquement impossible. Non, ce que je veux dire, ce sont ces informations-là. Ça vient pas de Byrd, ni de Reed, ni de Gardner. Non. Ça vient d'Alexandre Lachance. Oui, mais lui-même s'est inspiré de ses prédécesseurs. Par exemple, on sait que les records acasiques, auxquels tout le monde peut avoir accès, s'ils savent comment s'y prendre, nous révèlent ces choses-là, pas comme des clichés qu'on peut reproduire sur un écran. C'est ça. Alors, ces sources-là sont authentiques, il n'y a pas d'erreur. Mettez 10 investigateurs sur la même piste, ils vont tous relater la même chose. Alors, on voit ça, par exemple, c'est à projeter sur l'éther, parce que l'éther est réfléchissant. Une certaine partie de l'éther réfléchit ce qui existe déjà. Alors, ça serait par le billet de voyage astro billet de voyage astro, que tu as justement. vu Et quand vous avez eu accès à une même fois, senti ces choses-là. Et si vous l'avez fait une fois, là, immédiatement, vous êtes déjà familier avec le Dieu. Alors, vous pouvez y avoir accès immédiatement. Ouais. D'ailleurs, j'imagine, Alexandre, que l'âme de la planète Terre, le corps astral de la planète Terre, entourant la planète Terre, ayant un trou qui passe en plein centre de la Terre, j'imagine que ça se trouve être comme l'air ambiant, ça doit pénétrer à l'intérieur. C'est là qu'on a pris l'expression de double spirale, la spirale ascendante qui part de la Croix du Sud et la spirale descendante qui part de Capella ou bien de Polaris. Alors, ces deux spirales-là font girer la Terre. Maintenant, il y a plusieurs auteurs qui nous ont écrit, qui ont eux aussi été inspirés et qui ont voyagé. Bulwer Lytton, par exemple, qui a écrit La race que nous supplantera ou La race à venir. On pourra citer l'auteur français, là, c'est qui a écrit le Nautilus, là, comment ça s'appelle? Nostradamus? Non, l'auteur du Nautilus. Nautilus, oui, OK. Jules Verne, oui. Et Voyage au dans centre de la trois Terre. ses œuvres, il parle du centre de la Terre. Oui. Et le plus prolifique, c'est justement celui qui est intitulé Voyage au centre de la Terre. Est-ce que qui le décrit, est-ce que ses prédécesseurs avaient décrit, tel que Saint-Cognaton, qui vient de très longtemps, c'est exactement ce que Jules Verne décrit. Est-ce que Bulwer Lytton décrit également? Alors, ceux qui font le voyage astral et ceux qui font des incursions avec des moyens de bord, je trouve que c'est la même chose, ça coïncide tout ça. Alors, ce n'est plus du mythe, c'est une réalité qui est accessible à un très petit nombre, mais ceux qui veulent se donner à peine, puis qui ont les fonds pour y parvenir,
Bientôt, les gouvernements sauront le faire. La Russie avait déjà commencé à le faire. Et les Américains veulent rivaliser avec la Russie pour avoir plus de documentation possible. Oui, d'ailleurs, je pense que d'après ce qu'on connaît des faits qui se sont passés avec l'amiral Byrd, justement, ainsi que les autres, Gardner, je pense. Quelques-uns parmi ceux-là ont été emprisonnés pour ne pas parler. Alors, les gouvernements ont effectivement des informations. Oui, mais ils montent au silence sur toutes ces choses-là. Bulwer Lytton, ça a été le même sort que son prédécesseur, Jules Verne. Jules Verne est mort à 40 ans en prison, justement, parce qu'il avait voulu révéler dans ses romans, et on dit que c'était un peu trop cru. Mais aujourd'hui, le temps est venu où ça doit se révéler. Puis là, il fait déjà 2 expéditions en partant de Russie. Depuis, je pense, ça fait 1 an et demi. Des nouvelles commencent à suinter à travers la presse, Pravda et tout cela. Et on prétend que le pays qui aura la capacité d'établir une base au centre de la Terre pourra dominer la Terre. Parce que il sera invulnérable par le fait qu'il peut se cacher instantanément. Et il pourra circuler à travers toute la planète sans être découvert, parce qu'on ne pourra pas découvrir sa source de provenance. Et c'est pour cette raison-là que les gouvernements veulent faire taire tout renseignement qui a trait à ça. Mais à travers la politique du silence, il y en a beaucoup qui suintent. Même en Russie, ça suinte à travers la rue d'autres fers également. Maintenant, la vie à l'intérieur de la Terre nous est relatée par des mystiques. Je parlais de Bulwer Lytton, j'aimerais parler de Fabre d'Olivet. Fabre d'Olivet qui a écrit beaucoup de choses à ce sujet-là. Et il relate que les renseignements qu'il donne dans ses œuvres proviennent d'une source de renseignements auxquels très peu de gens ont eu accès au cours des siècles. Saint Cognaton, quelques centaines d'années avant Jésus-Christ, avait pénétré là. Puis il avait révélé des choses que Eschyle a révélées plus tard. Est-ce qu'il avait pénétré par l'extrémité ou bien par une des 27 entrées qu'on Probablement connaît? par une des 27 parce qu'il ne parle pas d'épaule. Il ne parle pas d'épaule. Non. Aujourd'hui, on parle d'épaule, des ouvertures polaires. On dit qu'en employant le terme pôle, ça n'a plus de sens parce qu'il n'y en a pas de pôle. Non, alors, cette ouverture polaire, comme on peut voir par l'illustration que j'ai fait circuler, a 30 000 de diamètre. Mm-hmm. Et quand vous pénétrez à la surface, au bord de cette ouverture-là, à la périphérie, vous constatez que la boussole ne travaille plus, elle devient folle. C'est parce qu'une boussole n'est efficace rien qu'elle s'est émise à un point équidistant d'un centre. Hein? Alors la boussole commence à tourner comme ça. Ça, c'est une preuve qu'il ne peut pas y avoir de pôle. Puis elle tourne à 15 000 de chaque côté de l'ouverture polaire. Hein? Ça a été constaté. Puis encore dernièrement, ça a été constaté ça. 15 000 chaque côté. 15 000 chaque côté. Ça fait donc un diamètre de 30 000 pour les ouvertures polaires. Notre bonhomme, Saint-Yves d'Alvède, a écrit des choses assez précieuses au sujet de ce qui se passe à l'intérieur de la Terre. C'était considéré tellement fantastique qu'on n'a pas voulu le croire, mais des choses qui sont précieuses. Avant lui, Saint Cognaton, quelques centaines d'années avant Jésus-Christ, avait écrit la même chose, mais on l'a ignoré complètement. En Inde, on a beaucoup de renseignements aussi, mais on n'ose pas les faire circuler encore. Pourtant, je ne vois pas qu'il y ait d'interdits politiques en Inde. Mais il y en a en Russie, puis il y en a en Amérique. Oui, mais c'est peut-être pas, ça circule peut-être pas dans le grand public, mais dans des cercles fermés, ça doit circuler de plus en plus, car dans le temps qu'on est rendu aujourd'hui, il faut que les informations sortent. Mais ce qui est plus intriguant dans ça, Jacques, c'est que ce phénomène des secours volantes qui part de 46-47, hein, on attribue leur provenance dans la galaxie, d'autres systèmes solaires de la galaxie. Ça sera faux. Que ces objets volants viendraient du centre de la Terre. C'est-à-dire qu'ils y auraient des bases. Il y en a qui auraient... Oui, peut-être des bases d'atterrissage au centre de la Terre, ça c'est possible. On sait que, c'est-à-dire, il y en a qui croient savoir que les Bermudes seraient une entrée pour... Oui, plusieurs en ont parlé, justement. Justement, pour pénétrer au centre de la Terre. Bon. Notre bonhomme écrit ici, et puis c'est inspiré par ce qu'il a constaté, que, étant donné l'état du climat chaud dans l'intérieur de la Terre, il n'y a aucune raison pour laquelle il n'y aurait pas de vie végétale, même plus abondante qu'il n'y a sur la Terre. Et quant à la vie animale et humaine, il n'y a maintenant plus de doute. Et les phénomènes d'hommes qu'on appelle les hommes abominables de neige, avez-vous entendu cette expression? Oui, ceux qui vivent dans les Himalayas, puis il y en a aux États-Unis aussi, des géants. Là, hein? Des géants, oui. Alors, c'est des gens qui sont
écartés de ces endroits-là, Mhm. et qui circulent à travers le chose. Ouais. Et on a eu 11 phénomènes comme ça depuis une dizaine d'années. Oui. On dit qu'ils sont stupides, mais on n'est pas capable Ils d'en sont prendre stupéfiés un. en arrivant à la surface de la Terre. Ils sont stupéfiés, ils Oui, sont mais étonnés. on n'est pas capable d'en prendre un. Oh non! Ils n'ont pas pris un encore. Non. On a vu plusieurs fois, on a tiré sur certains d'entre eux, Mais ils sont invulnérables, mais ils apparemment. n'ont pas tué un Non, encore. non. Ils sont gigantesques, ouais. Eh oui, ils sont énormes. Ils mesurent environ 10 pieds, je pense, 9, Oui. 9 à 11 pieds. Alors, c'est de là que proviennent tous les renseignements que les grands écrivains mystiques, tels que Jules Verne et 5 ou 6 autres, ont puisé leurs renseignements. Par voie de pénétration astrale, ou bien par imagination, stimulation d'imagination. Jules Verne mentionnait que pour atteindre la vérité, il faut dépasser la raison, et même l'expérience. Et finalement, on constate, après avoir observé des phénomènes soi-disant insolites, que c'est tout à fait normal. Alors, notre Terre intérieure, c'est le noyau central, source de toute vie. Maintenant, on lui a donné plusieurs noms. Il y en a qui l'ont appelé le Paradesha, ils l'ont appelé l'Agartha, Shambhala, tout ça. Dans la Bible et dans les Bibles hindoues, on les appelle, les Upanishads par exemple, on l'appelle le royaume intérieur, un terme qui veut dire le royaume intérieur. Mais moi, ils appellent le paradis terrestre. Non, mais paradis, c'est Paradesha. Ça veut dire royaume intérieur, exactement. Non. Est-ce que tu as dit Moïse, Alexandre? Moïse? Oui. Ben oui, Moïse, quand il est dans Moïse sa avait... Genèse. Ah bon? Dans sa Genèse, il parle du paradis terrestre, n'est-ce pas? Et il faisait référence à ce moment-là au centre de la Paradesha, Terre. au royaume intérieur. Le mot, c'est constaté maintenant par tous les étymologistes en connaissance de cause. Paradesha veut dire royaume intérieur. Bon. Alors, le paradis terrestre, c'est ça le royaume intérieur duquel nos prédécesseurs, la race adamique, je ne parle pas d'un individu, Adam et Ève, ont été expulsés pour des raisons quelconques. Déterminer les raisons, c'est dire qu'ils avaient pris avantage des conditions qui leur étaient offertes et qu'ils en avaient abusé. Alors, est-ce qu'on pourrait dire que, encore une fois, Alexandre, on peut faire un parallèle entre la Terre et l'individu, dans ce sens que Oui. chez l'individu, le royaume est à l'intérieur, Oui. et qu'à la Terre, le royaume est Puis aussi à l'individu réel l'intérieur. est à l'intérieur de cette scaphandre qui l'abrite. C'est ça. Alors, oui, l'homme, c'est un petit monde, hein, un microcosme, puis la Terre, c'est simplement le grand monde au sein duquel il vit. Ouais. Alors, cette chose-là qui a l'air apparemment insolite, c'est la vérité primordiale de notre existence sur la Terre. On a été expulsés du centre pour des raisons que l'on peut supposer, abus de pouvoir, ou bien vouloir détruire l'ordre qui existait auparavant. Et ils ont été expulsés, pas simplement Adam et Ève, mais les races pré-adamiques. Alors, ils sont venus à la surface de la Terre pour se débrouiller avec des moyens de bord. C'est depuis ce temps-là que la race adamique a commencé à se répartir à travers la surface de la Terre. Mais c'est une petite partie seulement. Et la population, d'après Boulevard Lytton, de la surface intérieure, de la couche intérieure de la Terre, sera au moins l'équivalent de celle qui est à la surface de la Terre. Hein. Alors, dans très peu de temps, ça sera révélé. Il y a un tas d'écrits qui sont en suppression ou en suspension, qui ne peuvent pas être libérés, mais qui existent déjà, qui révèlent des faits. Aussi. D'ailleurs, il y a plusieurs pilotes d'avions aujourd'hui qui ont vu l'ouverture dont on passe Oui. la photographie dans Oui. la salle présentement. Oui. Et puis même que l'an passé, à ce temps-ci, au centre, on avait rencontré un pilote de Air Canada dont Oui. tu avais discuté avec, justement. Oui. Et puis Lui, tu avais fait part de différentes choses. Oui. Et puis, je sais qu'il t'avait pris, puis t'avait emmené dans un petit coin, puis t'avait dit beaucoup de choses à ce Des faits, moment-là. oui, des faits qu'on soupçonnait, parce que ça a été écrit par 7 ou 8, mais lui, il l'avait constaté lui-même. Il ça. disait d'emblée tout de suite, personne n'a jamais traversé le pôle, pour la simple raison qu'il n'y en a pas de pôle. Ce sont des ouvertures. Moi, je le sais. Moi et toute mon escadrille le savent. On circule tout autour de la ceinture du pôle, mais on ne peut jamais le traverser. Ah, parce qu'il n'y en a pas, pour la simple raison. Alors, si on continue à voguer dans la même direction, à voler dans la même direction, on rentre à l'intérieur. Là, on se voit que le ciel change, puis il change de droite et de gauche à mesure que l'on tourne. Alors, là, à ce moment-là, il faudrait suivre la surface de la Terre, Oui. et puis la contourner, puis revenir comme ça à l'intérieur. Exactement. C'est ça? Oui. Maintenant, quelle est l'épaisseur? Est-ce qu'on peut 30 estimer 000. l'épaisseur? 30 000, 8 000 diamètres. Ça, c'est l'ouverture. Ça, c'est la surface de la croûte terrestre. Ah, ça, c'est la surface. Parce que je Surface de la pensais que croûte c'était terrestre. le diamètre de l'ouverture. C'est le diamètre de l'ouverture, oui, exactement. 30 000. Mais la croûte terrestre a exactement 30 000 diamètres, ou à peu près la même chose que l'ouverture. Ah, 30 000 aussi. 30 000 aussi, 30 000 d'épaisseur, alors que le diamètre de la Terre est 8 000. Sa circonférence est 25 000. 25 000.
Un peu, là, moi, je Oui, te le suis plus. 3 par 14, 16, vois-tu, Oui. la proportion du diamètre relativement à la circonférence. Alors, si la Terre a 25 000 de circonférence, Oui. elle a 3 000 8 000 pieds de 3 fois 24, 8 000 pieds d'épaisseur, de diamètre. 8 000 pieds de diamètre. De diamètre, oui. Ah oui, OK. Ça fait 8 000 un pieds de 1000 diamètre. et quelque chose. Oui. 1 000 et quelque chose. Oui, justement. Ah bon, OK. Maintenant, il y a c'est une ce qui différence pourrait entre expliquer, le justement... diamètre d'équateur et le diamètre polaire. Il est aplati au pôle, hein? Mais à l'équateur, on dirait ça. 25 000 milles de circonférence et 8 000 milles de diamètre. Ça sont les données Ah oui, géologiques. de diamètre, OK. Oui. Mais l'épaisseur de la croûte 30 terrestre... 000. 30 000. 30 000. Mais comment pourrait-on, par exemple, avec les 27 ouvertures qu'on a sur Terre, dont on pense en avoir une en dessous du Sphinx, une ici au Québec, une en Californie au Mont Shasta, une dans les Colombie-Britanniques, l'Himalaya, une dans la Colombie-Britannique, ainsi de suite. Comment pourrait-on expliquer qu'on peut descendre si loin dans un souterrain? Par exemple, à l'ouverture du Mont Shasta, on peut descendre jusqu'à 2700 pieds. Puis là, il y a des tunnels qui descendent continuellement. Oui. Il y a plusieurs Canadiens qui sont allés il n'y a pas très longtemps, il y a un an ou deux. Ils ont descendu jusqu'à 1700 pieds à l'intérieur du Mont Shasta. Là, ils ont été suffoqués parce qu'ils ne peuvent pas respirer, pour la raison que j'ai déterminée cet après-midi, ils ne peuvent pas respirer du nitrogène. À l'intérieur de la Terre, là, vu que c'est chaud, alors l'oxygène est converti en nitrogène. Alors, il faut des instruments respiratoires pour nous permettre de respirer cette atmosphère-là. Tandis qu'à l'extérieur, on peut le respirer. Alors, dans très peu de temps, même je pense que ça se fait présentement. Mais ça, il doit y avoir, c'est parce que ça doit être gardé d'une façon quelconque, Alexandre. C'est gardé, oui. Parce que, vois-tu, en dehors de ce qu'on estime que des grands initiés ou les maîtres du monde passent par ces endroits-là, en dehors de ceux-là, ceux qui font des tentatives avant le temps ne peuvent pas pénétrer. Non. Ici, au centre, nous avons un conférencier qui ça fait 3 voyages initiatiques qu'il fait au Guatemala. Bon. Et puis, dans les 2 derniers, il a fait des tentatives. Il a découvert des passages. Et puis, il n'est pas capable de pénétrer. C'est rempli de pièges. Il y a un mur magnétique, n'est-ce pas? Bien, dans le cas de où ce qu'ils ont découvert, où ce que ce passage-là a été découvert, c'est que tu ne peux pas photographier rien. Non. Ça fonctionne pas. Les lumières fonctionnent pas. Non. Il n'y a pas de flashlight. Comment est-ce qu'on dit? D'éclaireur, oui. Une lampe de poche qui s'allume. Il n'y a aucune chandelle. Tu peux pas allumer ton briquet, ça s'allume pas. Il n'y a rien qui se passe. L'atmosphère essence, et puis, c'est du nitrogène au lieu de l'oxygène. Alors, c'est un mode de vie tout à fait différent. Ça, puis accidentellement, une photo a été prise lorsqu'ils étaient avancés un peu. Et on en a vu quelques-unes. On l'a ici, et puis c'est une photo d'une sculpture, d'une tête de diable, et puis toutes sortes de choses. C'est rempli de pièges. Alors ça, c'est, disons, quelqu'un qui m'est très proche, qui travaille ici au centre. J'ai vu des photos du Nicaragua. Oui, du Nicaragua, justement. Il y avait des choses étranges comme ça. On disait que ça venait dans les alentours de la ceinture équatoriale. Puis qu'il y avait 7 ou 8 ouvertures qui menaient à cet endroit-là. Mais ceux qui font des tentatives, justement, ne peuvent pas s'y rendre. Non. Mais tôt ou tard, on pourra le faire avec des appareils respiratoires. Ça prendra des appareils respiratoires. Est-ce que, si on regarde l'histoire des Rose-Croix, l'histoire des Druides, l'histoire des Esséniens, l'histoire de tous ces sectes, disons, ésotériques, on a tous, on mentionne à certains endroits, justement, où c'est-à-dire qu'il y avait des initiations dans ces différents On appelait ça les hauts lieux, n'est-ce pas? Les hauts lieux. Les hauts lieux, des lieux initiateurs, alors que les forces telluriques se mélangent avec les forces astrales. Exactement. Oui. Où on prétend tous, ou presque, c'est-à-dire ils prétendent presque tous, je pense, qu'ils allaient rencontrer les maîtres du monde, ou ceux qu'on appelle les maîtres du monde, justement, les 12 ou 13. C'est pas ceux qui sont en vedette, non, c'est ceux qui sont derrière les trônes. C'est ça, oui. Et il y a, dans la terre intérieure, là, cet endroit spécifique, il y a un ashram qu'on appelle Bodyul, qui est le centre initiatique le plus important à toute la surface du globe. Bodyul, c'est-à-dire centre de la paix, quelque chose comme ça. Il y en a entendu parler dans La vie des maîtres une fois, et Bulwer Lytton en parle, et je pense que San Cognaton en parlait il y a quelques temps, il y a quelques siècles, c'est ça. Alors, les premières initiations viennent du centre de la Terre. C'est ça. Alors, pour ces gens-là qui auraient un taux vibratoire fort probablement plus élevé, il y aurait possibilité de Et c'est quand même faire une liaison entre le but ultime de la transmutation alchimique
dans l'organisme, c'est de permettre de subir ces atmosphères vibratoires plus élevées qu'on est capable de subir maintenant. Alors, un homme qui a converti son entité cellulaire, qui l'a équilibré, peut vivre là, sans inconvénient. Mais avant ça, il doit se prévaloir de facilités artificielles pour y pénétrer. Ces deux hommes, Gardner et Reed, eux ont descendu, l'un est descendu jusqu'à 2700 pieds à l'intérieur de la Terre, tandis que Bird, lui, a pénétré ou à peu près un peu plus, 300-400 pieds plus loin, presque 300 kilomètres de plus. Et ils relatent tous la même chose, à des époques différentes. Le premier, c'est arrivé en 1955, l'autre en 56, et le dernier, c'était en 57 et 58. Et ils ont tous relaté la même chose, je crois qu'ils sont partis de deux endroits différents. L'un est parti du pôle sud, les autres sont partis de Merzbank en Russie. Ouais. Mais ils ont tous relaté la même chose. Alors, ils n'étaient pas associés. Alors, il y a donc la vérité, c'est relaté par trois témoins qui n'étaient pas intéressés à... Et qui ne se connaissaient pas. Qui ne se connaissaient pas du tout. Qu'est-ce que c'est qu'ils étaient d'accord pour relater, Alexandre? Que dès qu'ils entrent dans cette atmosphère-là, c'est pas comme s'ils étaient sur un autre plan de conscience ou une autre planète. Parce qu'ils voient un ciel qui est différent. Puis, en faisant un tour de 180 degrés, ils voient un autre ciel. Pareil comme en descendant vers l'hémisphère méridional, ils voient le ciel du nord, inversement ce qu'on verra. Et en descendant, en montant vers l'équateur, vers le septentrion, ils voient l'hémisphère du sud. Alors la Terre se trouve avoir ces deux ouvertures qui font cette chose-là. Alors dans 24 heures, ils voient deux ciels différents. Alors ça, c'est une preuve additionnelle. Oui, Ils font véritablement un tour à l'intérieur de la Terre. Ils descendent pas en ligne directe, comme ceci. Et quand ils arrivent au milieu, là, les pôles deviennent l'équateur. Parce que la boussole opère au milieu, mais pas aux pôles. Parce que l'équateur est plein, alors que les pôles n'existent pas. Alors c'est une preuve physique que c'est vraiment tel qu'on les décrit. L'attraction terrestre, à ce moment-là, se trouve portée vers l'extérieur Vers de la l'extérieur, Terre. oui, c'est ça, oui, l'exocentrique, oui. Alors ça, c'est bien énigmatique pour la physique, pour l'astrophysique aussi. Mais toutes les données convergent vers ça, que la Terre est véritablement creuse. Et il faut que ce soit comme ça. Autrement, pour qu'une sphère soit sphérique, il faut qu'elle soit creuse. Que ce soit une bulle de savon, que ce soit une citrouille, il faut qu'il y ait du vide à l'intérieur. D'ailleurs, on prétend que Vénus a un... Et Mars aussi, on constate Mars sur Mars. aussi, oui. Les canaux de Mars, que ce qui paraît les découverts, là, viennent des ouvertures polaires. Mhm. Parce que quand l'eau fond, au pôle Nord, ben, ça descend tout le long de l'équateur. Ça descend en spirale aussi. Puis 6 mois après, ou 7 mois et demi pour le côté de Mars, alors ça monte à partir du méridien. Ça monte. Alors, la Terre n'est pas exactement ce qu'on croyait autrefois. Une boule plate, aplatie au pôle, avec du feu ardent à l'intérieur. Alors, ce n'est pas ça du tout. C'est un être vivant, un organisme. Elle respire, elle transpire aussi, puis elle contient de la vie. La vie animale, la vie végétale et de la vie hominale, de la vie humaine. Maintenant, ces humains-là diffèrent de nous parce qu'ils vivent dans des conditions différentes. Mais ce sont des humains, tous doués des mêmes facultés de pensée et ils cogitent d'après les impressions qu'ils reçoivent dans leur monde. Mais grâce à l'alchimie, on a appris que la Terre avait un système sanguin. Mais qu'elle avait des veines. Oui. Elle a un métabolisme, elle a une digestion, une assimilation, tout ça, oui. Oui. Alors, on en vient à ce premier postulat, que la Terre est un être vivant, et qu'elle est douée d'un métabolisme et tout ça. Alors, c'est notre terre-mère, puis il n'y a pas de vie sans vie antécédente. Aucune vie, elle peut venir sur quelque chose qui n'est pas en vie. Et la Terre est vraiment un être vivant. On l'a caractérisé ou symbolisé dans notre liturgie par Maria, la mère, notre mère, la Terre, l'atmosphère de la Terre. Ouais. Mais l'atmosphère de la Terre extérieure, et c'est bien que l'atmosphère intérieure, c'est simplement l'inhalation et l'exhalaison d'un grand être. Hein? Quand le respire est à l'intérieur, il est chaud, il est nitrogénique, puis à l'extérieur, il est oxygénique. Ça, c'est scientifique aussi. C'est en accord avec les lois de la science, de la biologie. Bon. Alors, c'est un autre parallèle qu'on peut faire avec oui. l'individu. Tout se concorde dans ce domaine-là. Alors, on est rendu à un point maintenant que l'on doit forcément considérer la Terre comme un être vivant à la surface à laquelle nous vivons. Ouais.
Et il ne faut pas en abuser, pas l'empoisonner, pas le détruire. Ouais. Et c'est le message de tous ces grands explorateurs. Et bientôt, le Scientific American a mentionné que les journaux de bord de Richard Byrd seraient révélés au public. Ouais. Ceux de 56 à 59. Qui a mentionné ça, tu dis? Scientific American. Un journal qui s'appelle Scientific American. Scientific American. Scientific American, oui. Alors, les journaux de bord de Richard Byrd sont mis à portée du public à la demande générale du public. Puis le gouvernement américain concorde. Parce que là... Maintenant, si on revient à l'intérieur, Alexandre, on prétend qu'il y a un soleil au centre de la Terre. Oui, un soleil, c'est une source d'irradiation, pas nécessairement une boule de feu comme on croyait autrefois. C'est une source de radiation qui fait qu'il y a toujours une chaleur semblable et qui fait de la lumière. Ce n'est pas sombre à l'intérieur de la Terre, une visibilité continuelle. 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 Étant au centre, justement, ça se trouve à éclairer partout Justement. alentour. Alors, oui, il n'y a, pas de ténèbres. Il n'y a pas de ténèbres. Ouais. Puis, en faisant son parcours comme ça se trouve à éclairer le nord, voir les constellations du nord et les constellations du sud par alternance. Par l'ouverture. Par les deux ouvertures. Alors, ce qui fait l'alternance de jour et de nuit, si vous voulez, c'est on ne voit pas les mêmes étoiles pendant 12 heures qu'on verra pendant 12 heures après ça. On voit les étoiles septentrionales, annianaires en haut, et méridionales en bas. Alors, c'est ça l'alternance. C'est une preuve que la Terre tourne. Hein. Mm-hmm. Alors, ça met beaucoup d'ordre dans notre géographie, dans notre cosmographie aussi. Est-ce qu'il y a d'autres planètes à l'intérieur de la Terre qui tournera autour du Soleil ou quelque chose? Non. Maintenant, ce Soleil n'est pas une boule, c'est simplement une masse de radiation. Une masse de radiation. Elle n'a pas de consistance. Ça provient du fait que les deux spirales, descendantes et ascendantes, se convergent au centre. Il y a une spirale ascendante à partir de la croix de feu, la terre de feu, ou la croix du sud, puis une spirale descendante à partir de Polaris. Et la jonction de ces deux spirales-là font de la radiation. Ah bon? Font une radiation. Alors à ce moment-là, c'est de la lumière comme qui est mise en mouvement par la présence de deux forces de polarité contraire. Alors, ça a l'air peu intéressant pour le public en général. Mais quand ça sera reconnu, puis qu'on pourra dire, on peut y aller maintenant, on peut faire des expéditions. Après que moi, on a commencé à faire une expédition sur la Lune, hein? Bon. Alors, ça, c'est la première qu'on a faite. C'est plus facile d'aller à l'intérieur de la Terre que c'est l'état d'aller sur la Lune. Bien oui. Plus facile. Bon. Définitivement, surtout que ça prend pas l'équipement et l'entraînement comme... Le seul équipement que ça prend, c'est d'abord se conditionner les poumons pour pouvoir respirer du nitrogène et, dans l'effet contraire, dans les conditions contraires, se procurer des instruments qui nous permettront de respirer nitrogéniquement. Alors, ça, c'est même proposé qu'avant très peu de temps, NASA s'en occupe déjà, on pourra aller faire des expéditions à l'intérieur de la Terre par le biais de ces trois ouvertures principales, la plus importante desquelles est celle du mont Shasta. Dans tous ceux que tu as nommés tantôt, Alexandre, est-ce que c'est Byrd qui a été le premier à pénétrer à l'intérieur? Non, c'est un nommé Sim qui a été le premier à pénétrer. Sim. Un nommé Sim, oui. Lui est entré le 12 février 1929. Ensuite ça, Byrd est entré en 47, en 55, en 56. 2 fois en 56. Il y a un Russe aussi en 47 qui est allé, nommé Dumbrova. Puis il y a le capitaine Wilkins qui est allé, il est pas revenu. Il est pas revenu avec tout son équipage. Mais apparemment, on s'en inquiète pas, parce qu'il n'a jamais envoyé de signaux de détresse. Un équipage de 40 à 50 matelots, puis des scientifiques qui étaient là. Puis il était équipé pour survivre. Alors, celui-là n'est pas revenu. C'est le capitaine Wilkins, celui-là. Wilkins, oui. C'est il venait d'Australie, je crois. Mais lorsqu'en 1929, Sim est parti, est-ce qu'il avait préparé cette expédition-là, ou bien si c'est arrivé par accident, c'est pas un accident, c'est une intuition qu'il y avait eu. Une intuition. Ah bon, alors il savait, oui. il y avait une idée de ce qu'il s'en allait faire. Oui, il était familier avec les œuvres de Bulwer Lytton, qui parle de la Terre intérieure, dans son roman qui intitule La race que nous supplantera. Il parlait surtout des phénomènes de visiteurs extraterrestres, mais il disait que c'était des visiteurs intraterrestres. Alors, étant audacieux, il a fait cette expédition-là. Et l'autre, Wilkins,
un peu plus tard, oui. Il partait avec un équipage de 20 ou 30, si je me rappelle bien. Puis jamais revenu. Mais il était équipé pour envoyer des signaux de détresse s'il y avait lieu de faire. Il l'a jamais fait. Oui, mais s'il était rendu à l'intérieur, c'était peut-être c'était pas captable. C'était un royaume de délices, d'après la description que l'on nous donne dans les Upanishads, dans le Rig Veda, dans Zanavesta, c'est un royaume de délices, le paradis terrestre, le royaume du bonheur. Alors, ce paradis-là, c'était un endroit qui avait été réservé pour l'éducation de l'homme. L'éducation. L'éducation de l'homme, l'habitué à la terre, en prenant toujours pour acquis que l'homme est une race, est un être spécial, hein, qui n'est pas originaire de la planète, qui a été implanté sur la terre. Et on avait fait son centre d'habitation, justement là, au paradis chaud, au paradis terrestre, pour qu'il puisse le cultiver puis s'adapter à la vie terrestre, qui partout ailleurs, c'était des conditions hostiles. Alors, c'est ce qui est arrivé. Et notre bonhomme Wilkins avait cru que c'était possible de s'acclimatiser à cette chose-là, puis il est parvenu avec son équipage. Et il était équipé, comme je le répète, pour non seulement pour survivre, mais envoyer des signaux de détresse, il avait lieu. Il n'est jamais revenu. On attend toujours de ses nouvelles. Maintenant, ton expérience à travers les voyages astrales. Bon, voici, ouais. Maintenant, ça, on croit que c'est quelque chose d'insolite. C'est pas plus insolite que les voyages de Jules Verne ou ben d'autres. C'est pas si insolite non, que ça. Parce que d'autres, dans les mêmes conditions, puis à 700-800 000 de distance, relatent les mêmes choses, exactement la même chose. D'abord, l'état de suffocation que vous subissez quand vous laissez la croûte, le dessous de la croûte, vous suffoquez. Ça peut durer 5 à 6 minutes, cette suffocation. Finalement, quand vous êtes dégagé, là, vous tombez dans une atmosphère qui vous convient. Plusieurs, je dirais 3, ont constaté ça, puis ont confirmé ces mêmes expériences. Puis, c'était pas consulté du tout. Alors, le voyage astral, c'est un voyage intérieur aussi bien qu'un voyage vers l'extérieur. Ouais. Les astres, les planètes sont des plans de conscience. Puis l'intérieur, à l'intérieur de ces plans de conscience-là, il y a quelque chose de plus réel que l'extérieur. Parce qu'on transige avec les forces, véritablement. Alors ces forces-là, ils sont à leur maximum de puissance au centre des terres. Que ce soit sur Mars, que ce soit sur Vénus, Jupiter ou ailleurs. Alors ça, c'est la condition, c'est notre condition terrestre. On vit à la surface d'un globe qui est creux, au sein de laquelle il y a de la végétation, de l'animation et de la vie humaine aussi. Et bientôt, on aura une invasion. Plusieurs en parlent, hein, Madame, celle qui a remplacé Madame Sergerie. Carmen Loranger. Madame Loranger, hein, elle parle de la fin du siècle, hein, qu'il y aura des flottilles qui viendront. Les uns viendront de loin, d'autres de pas très loin. Ben, vous voulez insinuer simplement qu'ils viendront du centre de la Terre. Ça, c'est pour le début de 97 ou 98. Il y a un tas de flottilles. Maintenant, on s'est payé sa tête à bien des reprises, là. Mais la raison, c'est pas elle qui a fabriqué ça. Ces documents sont précieux. J'ai parlé d'un meilleur temps, n'est-ce pas? J'ai parlé d'Ashtar Sheran. Ces gens-là existent véritablement, pareil comme Hermès a existé, puis tous les autres ont existé aussi. Alors, ils nous relatent ces faits-là. Mais ils sont tellement étranges qu'on n'ose pas y croire. Ils disent, attendez simplement. Quand vous verrez les 5 ou 6 000 avions, comme ça, survoler le Vatican, ou bien Washington, dire, enfin, c'est la vérité. Là, on en voit quelques-uns par-ci par-là. Le plus qu'on a vu, c'était en Espagne, parce qu'on a vu une 50 ou 60, une flottille, il y a quelque temps. Je sais pas, je pense. 50 ou 60. Dernièrement, ça? Oh, il y a à peu près un an. Yeah. On a vu une flottille de 60 avions, comme ça, de 60 soucoupes volantes, passer au-dessus de Madrid. Ah, il y en a de plus en plus, même qu'à un point que oui. Ils relatent pas dans les journaux, ils relatent pas tous les... Non. Mais vers la fin du siècle, là, ça viendra par armada, des flottilles entières, puis s'installeront dans des endroits déserts, d'où ils pourront s'irradier parmi les centres civiques. Mm-hmm. Alors là, on dira, ben enfin, on sait quoi s'en tenir maintenant. Ces gens-là viennent nous sortir de notre marasme, puis de notre ignorance de notre véritable nature. Alors, Madame Sergerie qui a commencé ça, puis le groupe de Borup au Danemark donne des renseignements aussi très précieux à ce sujet-là. Je parlais d'un meilleur temps, hein. J'ai eu d'autres renseignements au sujet d'Orton, puis Orton, il est authentique. Il est aussi authentique que n'importe quel explorateur. Mais seulement, il fait des explorations plus profondes que les autres. Alors, ce qui va arriver, là, à la fin du siècle, puis commence déjà à se manifester, c'est qu'on aura accès à toutes ces choses inaccessibles autrefois.
il y a 50 ans, on va parler d'avoir accès à la Lune, on dirait qu'il est capoté, le bonhomme, hein? Donc, je dis, oh, c'est vieux, ça, hein? Bon, on va dire qu'on est rentré au centre de la Terre, on va dire, on a tellement entendu parler, mais non. Alors, c'est la même histoire. Ouais. Alors, ces choses-là, étonnantes, nous étonnent, mais dans très peu de temps, il n'y aura rien d'étonnant dans ça. Ouais. Maintenant, le gouvernement, la Russie surtout, il y a beaucoup de savants en Russie, hein, dans tous les domaines, dans le domaine de la psychologie, parapsychologie, aussi bien qu'en la physique, la physique nucléaire aussi, cherchent à établir contact avec ces sources de renseignements-là, ces sources de documentation-là, puis ils rivalisent avec les États-Unis. Et naturellement, si vous laissez se concilier, les découvertes se feraient un peu plus vite. Mais le groupe de Danemark veut s'établir en Russie, de Borup, veut s'établir en Russie pour concilier ces deux sources de renseignement. Les savants russes et les savants américains. Supposé être NASA. Puis NASA fait des grandes recherches. Puis les recherches principales de NASA maintenant, ce n'est plus la Lune ou Vénus, c'est le centre de la Terre. Puis ils ont fait des progrès assez rapides depuis 10 ans. Hein. Mais je dirais moi, dans quelques années, peut-être bien avant ça, on annoncera qu'on a fait une expédition au centre de la Terre, puis on le verra se reproduire sur l'écran, pareil comme on a vu l'unissage sur l'écran. Puis au lieu d'aller à Miami, ben c'est peut-être là qu'on va aller. Oui. On va aller passer l'hiver. Oui, justement. Mais est-ce qu'il y a des avions, parce qu'il me semble de mémoire avoir entendu dire que par des pilotes qu'il y en a qui ont pénétré à l'intérieur. Oui, Richard Byrd, c'est ça qu'il a fait, il est rentré. Ah, c'était pas en bateau. Il est descendu en bateau jusqu'au terre de feu, à l'extrême sud. Ah, à l'extrême sud. Puis là, il a pris ses avions, puis c'est là qu'il est rentré 1700 000 à l'intérieur de la Terre, en avion. En avion. Ah bon, ok, je pense il a laissé son porte-avions, il a laissé son porte-avions au terre de feu, à l'extrémité. Puis là, il est rentré jusqu'à l'intérieur. Il a passé 3 semaines. Là. Alors, il a pénétré avec son bateau à l'intérieur. Oui. Puis là, de l'intérieur, il a vogué, il a volé à 1700 000 à l'intérieur. Ouais. Ça, c'est reconnu. Alors, ça a l'air fantastique, mais c'est pas de la prédiction, c'est de la prévision. C'est voir clair, parce que en connaissance de ce que l'on a fait auparavant, on dit qu'il n'y a rien d'impossible, puis on a pu aller sur la Lune comme ça, pareil comme si on l'avait déjà fait, on l'a fait en imagination. On l'a imagé même avant de le réaliser, puis c'était très normal, on dit, ça paraît sur l'écran, pourquoi ça n'arriverait pas? Alors, le voyage au centre de la Terre se fera aussi naturellement qu'on fait le voyage sur la Lune. Ouais. Est-ce qu'il y en a qui l'ont traversé en bateau? Oui, il y en a 2. Il y en a 2 qui ont fait ça. Ils ont pris 1 mois et demi à partir de l'ouverture nord pour descendre jusqu'à l'ouverture sud. Puis ils sont attardés sur les plages du centre de la Terre. C'est là qu'une journée des renseignements sur la végétation puis les animaux qu'il y a là. Les animaux préhistoriques, dinosaures, brontosaures, ichthyosaures, ces choses-là qui existent encore. Ouais. On a vu des squelettes de dinosaures à Mersbank, des squelettes de mammouths en très grand nombre. Hein? Ouais. Alors, ces animaux préhistoriques, antidiluviens, prédiluviens, existent encore. Ou du moins, il y en existe encore, à l'intérieur de la Terre. Ils sont restés là, ils sont réfugiés là, puis ils restent parce que les conditions à l'extérieur ne sont pas favorables à leur survie. Mais à l'intérieur de la Terre, ces animaux-là existent encore. Ouais. Tout semble plus gros que sur la surface de la Terre. Oui. Les conditions sont plus favorables. Les abominables hommes des neiges dont on parlait tantôt. Oui, sont plus gros, oui, justement. Ensuite, les plantes, donc tu as oui, vu. ben, ces plantes-là, on veut voir des plantes, des feuilles des plantes. D'abord, ils ont 1 pouce et demi d'épais, puis ils ont 6 pieds de diamètre. Hein? Ouais. Alors, en fait, en forme de losange, oui. Alors, oui, à peu près 1 pouce de diamètre, 1 pouce d'épaisseur. On dirait des tapis, un tapis très lourd. Ouais. Alors, puis ils ont un arôme, un très bon arôme. Bon, ça existe, ça, puis tout le monde peut voir ça. Le mois de sortie en astral que vous faites, c'est ça qui vous frappe d'abord, cet arôme prenant comme de l'ammoniac parfumé. L'ammoniac parfumé. L'ammoniac parfumé. Ouais. C'est ça qui vous frappe d'abord. Qu'est-ce que c'est ça? Puis là, vous touchez cette chose-là, c'est une feuille, elle est épaisse comme ça. Puis l'approchez votre nez. Ah, c'est de l'ammoniac parfumé. C'est très fort, parce qu'elle est alimentée de nitrogène. Ouais. Alors, tout le monde, tous les voyants, puis tous ceux qui ont eu, même par accident, des voyages astraux comme ça, consciemment ou inconsciemment, relatent la même chose, oui. C'est des plantes d'ammoniac. C'est pas l'ammoniac, c'est nitrogène. Alors, c'est la première chose qui vous frappe. Ça, dès que vous passez à travers cette atmosphère qui peut durer 3-4 minutes, là, vous commencez à respirer cette chose-là.
Lorsque tu passes à travers de l'atmosphère, tu veux dire quoi au juste là, Alexandre? Ben, il y a une atmosphère qui sépare la côte terrestre, la côte extérieure, puis le noyau central. Ah bon. C'est à travers ça que vous volez. Vous nagez pratiquement dans l'air. Vous nagez, vous faites un mouvement, vous vous déplacez. Le moindre mouvement. Le mouvement de la tête, vous en allez dans cette direction-là. Ouais. Ah bon. Rien qu'un mouvement. L'intention de vous diriger quelque part avec un mouvement quelconque vous y dirige. Pas comme dans l'eau, on peut faire ça dans l'eau, on fait le moindre mouvement, n'est-ce pas? Alors la facilité de voyager dans cette atmosphère-là est frappante. Le moindre mouvement que vous faites, le désir d'aller à un objet, alors ça vous propulse vers ça. Cette atmosphère-là, comme je dis, est nitrogénique, c'est presque de l'eau très fine, ça. Hein? Alors, respirer, c'est progresser. C'est progresser. Ouais. D'ailleurs, le système de branchies des poissons, c'est comme ça. Ils progressent en respirant. Ouais. C'est ça, oui. Ouais. Alors, leur mobilité des poissons, c'est comme ça, leur respiration. Maintenant, est-ce que tu as vu autre chose que de la végétation? Non. Non. Je n'ai rien vu, je peux pas dire. J'ai rien vu d'autre chose, de la végétation. Des animaux quelconques que j'ai jamais vus à la surface de la Terre. J'ai décrit des pyrodactyles, un oiseau volant, un gros oiseau, la grosseur d'un dragon peut-être. Mais c'est un oiseau, c'est simplement un oiseau, puis il a l'air énorme, la grandeur de peut-être un 20 pieds d'envergure d'elle. Ouais. Ça vole dans ça. Ouais. C'est un fait. Puis j'ai constaté ça dans plusieurs lectures que j'ai faites. Ben, je sais pas si c'est déçu que ça. J'ai lu une dizaine de volumes sur le sujet. Mais je vous raconte seulement mes propres expériences. Et surtout celles qui ont été confirmées par d'autres aussi. J'ai correspondu pendant un bout de temps avec ces gens-là. Je dis, après tout, c'est pas des lubies que je me faisais. Ils ont subi la même chose. Lorsqu'ils étaient en prison? Oui, ah oui. Ah oui, ah oui. Maintenant, Alexandre, étant à l'intérieur, forcément, il faut que la surface de l'intérieur de la Terre soit beaucoup plus petite que la surface de l'extérieur de la Terre. Elle a donc 60 000 de moins que son diamètre extérieur. 60 000 de moins? Oui, puisque la côte est 30 000. De diamètre, oui, OK. Oui, bien oui, 30 000 chaque bord. 30 000 chaque bord. Oui. Bon. Mais tout de même, ça fait un horizon. Notre horizon, c'est déterminé par notre capacité de vision. Hein? Mais il reste encore 5 000 milles. 5 000 milles de distance. Hein? 5 020 000, 720 000. Hein? Ouais. Puisque je donne 8 000 milles 8 000 milles, ça fait... de diamètre. Oui. Et j'enlève 60 000 de ça. Ah oui, alors c'est 5 940 oui. Alors, 000. on ne voit pas l'horizon. On ne voit pas l'horizon. L'horizon est limité par notre capacité visuelle. Ouais. Ouais. D'ailleurs, ça trouve être sphérique aussi. Ouais. Au lieu d'être une circonvolution convexe, elle est concave. Concave au lieu de convexe. Ouais. Maintenant, plusieurs ont prétendu, sont sûrs et même défendent avec toutes les forces qu'ils ont, qu'il y a une entrée pour le centre de la Terre, aux Bermudes, où des vaisseaux spatiaux de provenance de Vénus. Disons, on sait que Vénus, il y a une petite base intérieure, à l'intérieur de la planète, justement, et puis qu'il y a d'autres planètes aussi. Alors, on entrerait dans le triangle des Bermudes. Précisément, justement. C'est une entrée pour des vaisseaux spatiaux. Puis on croit que c'est une autre dimension de l'espace. Ce n'est pas une autre dimension de l'espace. C'est simplement un plan de dédoublement de l'espace. L'espace est courbe. L'espace peut se courber pour faire comme un 8, hein. Il est d'abord sphérique, hein, qui entoure la surface de la Terre. Et dans certaines conditions, il peut devenir hémisphérique ou bisphérique. Alors là, vous changez de plan dimensionnel. Pas de dimension, mais de plan dimensionnel. Vous allez comme ça, puis vous allez de cette direction-là. Vous avez déjà entendu parler de la bande de Moebius? Non. Bande de Moebius, on prend une bande de papier, disons, assez... pas très large. Je peux découper ça? Oui, découpe-la. Alors, Moebius, c'est un mathématicien qui voulait démontrer les propriétés de l'espace. Hein? Alors, les mathématiciens ont toujours recours à des plans assez pratique. Alors, il fabriquait une bande comme ça, rectangulaire, mais plus longue que large. Alors, si vous la tenez comme ça, comme ceci, vous avez toujours le même espace. Ça sera à l'extérieur, ça sera à l'intérieur. Mais si maintenant vous faites ça, voyez-vous ce que je fais?
vous continuez comme ça. Lequel sera à l'intérieur, puis lequel sera à l'extérieur. Vous continuez toujours comme ça. Ah oui, automatiquement, tu pénètres à l'intérieur. Peut-être que tu pourrais montrer un peu. Voici. Alexandre? Au lieu de... pardon. Au lieu de... Encore un petit peu ton pied. Voilà. Normalement, vous allez mettre comme ça. Bon, très bien. Vous promenez votre crayon ici à l'extérieur, vous serez toujours à l'extérieur. Mais si l'espace s'est contourné comme ça, comme ceci, alors vous prenez votre crayon, là, hein, vous commencez comme ça ici, puis rendu ici, là, vous tombez à l'extérieur. Hein? Il n'y a pas de ligne de démarcation. Hein? Voyez-vous? Ici, je commence. Je suis à l'extérieur ici. À l'intérieur, dis-je. Je continue comme ça, là, je tombe à l'extérieur. Hein? Alors, le sport, c'est comme ça. Si vous faites ça maintenant avec une sphère, une pomme, hein, ou bien une citrouille, disons. Alors, vous enlevez une calotte au-dessus, puis une calotte au-dessus. Puis vous la revirez à l'envers. L'intérieur de la citrouille, vous le mettez à l'extérieur, puis vice-versa. Puis vous continuez comme ça. Vous allez voir ce qui se passe sur la Terre. C'est exactement ça que ça va faire. Alors, la surface, l'espace est courbe, définitivement courbe. Et comme la Terre tourne, ben, la surface change de polarité aussi. Ce qui est dedans devient l'extérieur, ce qui est l'extérieur devient l'intérieur. Sur le principe de ce que c'est. Sur ce principe-là, le principe de la bande de Moebius. Au lieu d'avoir une bande de Moebius, vous avez... Il tombe encore, non? Non, c'est le mien qui est... Ah bon. C'est moi qui étais dans l'une. Alors, ça, c'est un principe d'astrophysique. Il est connu des mathématiciens. Puis pour l'exprimer au public, on prend ce petite chose-là. La dimension quadrille spatiale. On peut faire ça avec une sphère aussi bien qu'avec un rectangle quelconque. Alors, l'espace a des propriétés qui sont mobiles. Un espace unidimensionnaire, linéaire, bidimensionnaire, surface, solide, et ensuite ça, quadridimensionnaire où on pénètre à travers les choses. Et le triangle des Bermudes revêt ces propriétés-là. On ne sait pas à quel endroit qu'on pénètre dans l'espace intérieur ou qu'on sort de l'espace extérieur. Alors, non seulement mentalement, mais physiquement aussi, parce qu'il y a un tas de flottilles, puis un très grand nombre d'avions qui sont partis comme ça. Hein? Oui. Il y a 12 ou 15 volumes qui ont été écrits sur le sujet. Plusieurs. Oui. D'ailleurs, il y a un phénomène qui se produit encore de nos jours en Floride, ainsi que sur les côtes longeant, disons, partant de la Virginie jusqu'à Cuba, c'est qu'on entend des messages qui ont été expédiés en 1930, 1940, des bateaux, des messages de détresse. Des visions aussi sur l'écran. Oui. Des visions sur l'écran aussi. Des visions sur l'écran aussi. Oui. Pour la même raison, le même... La temporalité de cet endroit n'est pas la même. Cet après-midi que le temps et l'espace sont rien que des moyens de perception, mais qui n'ont pas d'existence. Ce sont des artifices qui suppléent à l'infirmité de nos sens. Et semblablement, l'espace, on peut le manipuler comme on peut manipuler de la matière solide. Il peut être solide, il peut être liquide, il peut être gazeux, ou peut être quadridimensionnaire, occuper tous les plans de conscience qu'on peut lui donner. Alors ça, c'est merveilleux, c'est mirobolant, comme on dirait. Mais c'est de la réalité qui dépasse notre observation habituelle. Et dans très peu de temps, on sera capable de transiger avec ces phénomènes-là, puis dire, ben, on le soupçonnait, on le savait. Pareil comme dire sur la Lune, bon, enfin, c'est ça. Ben oui, c'est normal, surtout pour les jeunes qui sont venus au monde après 69. C'est-à-dire qui... Alors, comme vous avez constaté, cette photo-là n'a pas été falsifiée. Elle est véritable. Puis, il y a une couple d'années, je pense que c'est sorti, je crois. Oui. Alors, ça apparu sur tous les écrans de la télévision. Ouais. Puis, les journaux américains, surtout le Scientific American, en a commandé pendant 3 mois de temps. Puis, les experts ont vérifié que c'était véritable. La même chose se passe sur Mars. Sur Vénus, on n'a pas assez de documentation. Mais sur Mars, il y a le même phénomène aussi. Ouais. Alors, c'est une grande révélation. Plusieurs ont essayé à nous faire comprendre auparavant. Mais c'est notre bonhomme, Richard. Je vais la montrer tantôt. Oui, très bien. Oui. Peut-être qu'on pourrait la prendre. Oui, certainement. Alors, ça serait supposé être l'ouverture du nord ou du sud. C'est pas d'importance. Ouais. Est-ce qu'ils sont exactement pareils? Tous les deux sont semblables, oui. Tous les deux sont semblables, oui. Et ça, c'est 30 000 de diamètre et la croûte de la Terre a aussi 30 000 de diamètre.
Alors, c'est un monde creux. 30 000 d'épaisseur. D'épaisseur, c'est ce que je veux dire. OK, oui. Oui, d'épaisseur. Alors, notre monde est comme ça. C'est une bulle de savon, ni plus ni moins. Puis, la matière solide, c'est rien que la petite pellicule de matière colloïdale qui couvre un volume quelconque d'air. La proportion de la Terre avec le vide qui est dans la Terre, c'est semblable à la pelure d'une pomme relativement au diamètre de la pomme. Alors, la croûte de la Terre sur laquelle nous vivons n'est pas plus épaisse que la pelure de la pomme. Ouais, relativement à la pomme. Bon. Alors, c'est ça. Alors, on n'est pas grand-chose, mais on commence à comprendre ça. Alors, c'est pas par notre observation sensorielle qu'on peut comprendre ces choses-là. C'est par notre intuition puis notre persistance de perception. Alors, tout ça, c'est fantastique, mais c'est de la réalité véritable, au-delà de la portée des sens. Puis de plus en plus, depuis l'heure du verso, mais les gens commencent à dire, il y a quelque chose derrière le phénoménal. Derrière le phénoménal, il y a une réalité qui est merveilleuse. Et dans très peu de temps, on saura à quoi s'en tenir au sujet de ces choses-là. Connaître la véritable nature de notre monde, du monde dans lequel on vit, en connaissant notre véritable nature soi-même, la nature de l'univers. Maintenant, si on revient, Alexandre, aux supposés maîtres du monde, ceux qui dirigent les événements importants de la planète Terre, tout ce qui est relaté à propos de ces 10 maîtres du monde, ça revient tous à ce que leur demeure est à l'intérieur de la Terre. Précisément. Ils ont un avantage sur nous. On dit toujours qu'il n'y a pas de feu, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Ouais. Je pense que ça... Alors, c'est Rishi, et on les appelle les Rishi parfois, les guides de l'humanité résident au centre, au Paradesha, l'Agartha, Shambhala, puis là, ce que vous voulez, on peut fabriquer un tas de noms. Alors, tout vient de là. Et à mesure que ça monte à la surface, on commence à se débrouiller et dire, on devrait aller à la source même pour avoir de la documentation de première source. Ouais. Alors, les guides, on n'a pas suffisamment de renseignements à leur sujet. Puis ceux qui veulent hasarder de la documentation se font ridiculiser. C'est pour ça que des gens comme Horton, Sheran et bien d'autres aussi préfèrent se taire. Ouais. Oui, puis le temps n'est peut-être pas tout à fait venu encore. Non, on commence à peine à prendre dessus, c'est peut-être vrai, mais ça. dans le moment, on préfère mettre le doigt dessus. Ouais. Ouais. Et dès que NASA sera prêt à faire une expédition, j'ai demandé un passage. Mais bientôt, on ira sur la Lune. Oui, puis on a quelqu'un ici, Gloria, qui reçoit habituellement, ici au centre, a gagné un voyage sur la Lune pour le départ, le premier départ là, qui est dû bientôt, l'année prochaine, je pense, ou dans 2 ans. C'est pas si fantastique que ça. Ce sera des grands exodes qui se feront. Et au centre de la Terre, ce sera la même chose aussi. Ouais. C'est plus facile d'aller au centre de la Terre que ça l'a été d'aller sur la Lune. Ça, c'est un fait. Oui, définitivement, oui. Oui. Mais d'y rester, par exemple, ça doit être plus... Il faut d'abord s'acclimater aux conditions de vie, là. Ouais. Prenez l'homme qui est parti de l'intérieur de la Terre, la race adamique qui est tombée à la surface extérieure. Ça lui a pris du temps avant de s'acclimater, hein. Mais aujourd'hui, il est suffisamment conditionné. Alors, ça prendra peut-être quelques générations avant que l'homme normal puisse s'habituer à vivre à l'intérieur aussi bien qu'à l'extérieur de la Terre. Ouais. Alors, ça, c'est la situation où l'on se trouve. On vit dans un monde équidistant entre le réel et le fantastique, mais ce qui est plus réel, souvent, ça dépasse toute notre capacité de vision. Ouais. Très souvent, oui. Ah oui, c'est Einstein qui nous dit ça, oui. La réalité dépasse notre capacité de vision. Si ça défie vos facultés, vous pouvez dire, là, on fait face à de la réalité. C'est ça. Ultime. D'ailleurs, si on prend le cas d'Einstein, beaucoup de choses qu'il a expliquées aux scientifiques ont été compris 20 ans après, 30 ans après, 40 ans après, puis il y en a encore qui ne sont pas compris. Ça fait que ça confirme exactement ce que tu viens de dire, je pense. Et on n'ose pas aller trop loin. On dit si cet individu se base sur ses visions, on en a tous des visions, ça dépend. Mais si on n'a pas de vision, on reste toujours sur le plancher des vaches. Hein? Qu'est-il arrivé aux 2 autres? Byrd est mort en prison, l'amiral Byrd. Oui, il a voulu relater son journal de bord. Ouais. Et Sims a fait la même chose, et Gardner a fait la même chose. Je pense que Gardner est assassiné. Gardner est assassiné. Sims, on l'avait mis dans un hôpital, et quelqu'un avait voulu publier les narrations qu'il a faites. Alors on l'a emprisonné lui aussi.
On a posé Tesla, on a posé un tas de choses. Tesla, oui. Hein? Bon. Ah, oui. Alors, tous ceux qui veulent dépasser la portée de normale de compréhension, on les ostracise, on les met de côté. Ouais. Ouais. Mais Bud, on n'a pas entendu parler depuis, excepté dernièrement quand on a commencé à publier son journal de bord. C'est intéressant. Ouais. Ouais. Tous les pionniers de la race, les précurseurs de la connaissance, ont souffert de persécutions, plus d'exception, toujours. Oui, c'est toujours plus difficile de défricher que de récolter ou de semer. Jules Verne est mort à Charenton, en prison. Hein? En prison. Tesla est mort en prison également. Oui, ce grand bonhomme, Tesla. Oui. Mais lui était définitivement trop avancé pour le temps. C'était, disons que quand on le regarde aujourd'hui, c'était évident qu'en 1905, d'ailleurs, il il voulait implanter sans fil du tout. C'est vrai qu'on peut véhiculer le son sans fil. Bon. Mais c'est encore plus facile de véhiculer la chaleur, l'électricité, la motricité sans fil. Le même mode, l'atmosphère prenait